Bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de La Grande H, l'émission d'histoire du média. Il y a 90 ans, en ce mois de juin, exactement le 5 juin 1936, Léon Blum intervenait à la radio et disait « Un grand avenir s'ouvre devant la démocratie française. J'adjure comme chef du gouvernement de s'y engager avec cette force tranquille qui est garantie de victoire nouvelle. » C'était le début du Front populaire après la victoire électorale quelques jours plus tôt. 2 années, un peu plus de 2 années, jusqu'en novembre 1938, de gouvernement à l'enseigne de cette union des gauches qui ont laissé une trace très mémorable dans l'histoire de France. Mais, j'y insiste tout de suite, le Front populaire français n'a pas été le seul. En février précédent, en particulier en Espagne, le Frente Popular remportait les élections. D'autres fronts populaires sont survenus ailleurs, où on a tenté d'en faire émerger d'autres. Je reçois aujourd'hui l'historien Jean Vigreux. Bonjour. Bonjour, c'est un grand plaisir de t'avoir avec nous. Spécialiste de l'histoire des gauches, de l'histoire du communisme entre autres, notamment dans les campagnes, spécialiste de l'histoire de la résistance aussi. Et tu étais l'invité tout indiqué pour nous parler aussi bien du Front populaire français, remettre un peu à jour nos connaissances, parce que tu as beaucoup publié sur la question, et notamment une synthèse toute récente pour les gens qui, comme moi, ont besoin de se rafraîchir un petit peu la mémoire en histoire contemporaine, qui s'appelle « Découvrir le Front populaire ». Aux éditions sociales. C'est ça, très maniable, en plus des éditions indépendantes. Mais tu as de très nombreuses publications, évidemment, derrière toi, notamment sur le Front populaire, le Que sais-je, qui en est à sa 3e édition. Une histoire du Front populaire beaucoup plus ample chez Talandier, qui a été rééditée. Il y a déjà 10 ans. Oui, mais j'ai vu qu'elle a été rééditée en 2022, en format poche. Et puis, par ailleurs, tu as co-dirigé avec Serge Volikov, qui est, je crois, ton collègue à l'Université de Bourgogne. Oui, mon ancien collègue, puisque j'ai eu la chance de pouvoir arriver sur le poste qu'il occupait quand il est parti en retraite. Donc, à l'Université de Dijon, à l'Université de Dijon, voilà. Ce livre, Les Fronts populaires, une perspective mondiale 1934-1938, qui est paru chez d'autres éditions indépendantes, les éditions Libertalia. C'est une somme magnifique, très impressionnante, dans laquelle je me suis plongé. J'ai découvert énormément de choses grâce aux 39 auteurs, dont certains d'ailleurs sont bien connus du public de la Grande Hache. Il y a un article de Johan Chapoutot, par exemple, sur le rapport du nazisme au Front populaire. Il y a un article de Ludivine Bantigny sur le Front populaire, les femmes et le féminisme, entre autres. On voit donc dans cette somme foisonnante, qui est une somme d'histoire connectée, d'histoire globale, à quel point les expériences du Front populaire ont été en quelque sorte mondiales, en tout cas générales, avec des tentatives ailleurs, des répercussions aussi dans de très nombreux pays. On peut peut-être commencer, comme je le proposais, en revenant sur ce qui s'est passé en France. D'abord, pourquoi est-ce que c'est une période aussi marquante ? On peut peut-être souligner d'ailleurs que récemment, la notion de Front populaire a ressurgi en 2024, en juin, au moment des élections, quand la perspective d'une victoire du Rassemblement national s'est profilée. Victoire de l'extrême droite, donc. Oui, c'est vrai que partir de la mémoire du Front populaire et de cette réactivation par un nouveau Front populaire, puisque ça arrivait à la suite d'une dissolution hasardeuse, on va dire, au moment où aux européennes, l'extrême droite était très haute dans le pays. La formule a été lancée par Ruffin, me semble-t-il, et reprise ensuite par tout le monde, mais elle voulait dire quelque chose, c'est-à-dire tout simplement la crise des années 30 qui a débouché sur le Front populaire, avait débouché en Allemagne sur la prise du pouvoir par Hitler, et qu'en France, ça avait débouché sur le Front populaire. Donc c'était un réflexe antifasciste, parce que c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. On ne peut pas penser le Front populaire seulement, je dirais, par les congés payés et toutes ces belles choses, il n'y a aucun souci, mais c'est d'abord et avant tout une riposte antifasciste. Et c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre qu'on arrive à l'union des gauches, mais plus large encore, même des démocrates chrétiens et des associations, Ligue des droits de l'homme qui a un rôle important, la CGT qui se réunifie, qui a un rôle important à ce moment-là, et puis le rôle des intellectuels, du comité de vigilance des intellectuels antifascistes. Bref, c'est une riposte antifasciste face tout simplement à l'onde de choc
d'arrivée d'Hitler au pouvoir et face au 6 février 1934, lorsque les ligues ont tenté de marcher sur le Palais Bourbon, donc symbole même de la République. Et il y a eu une prise de conscience à ce moment-là, en février 1934, c'est ça la prise de ce conscience. danger pour la République, en quelque sorte. Un danger pour la République, il faut sauver la République en danger, je dirais presque. La démocratie, la République au sens de la démocratie, naturellement. Oui, au sens de la démocratie libérale. L'extrême droite ne cache pas, la droite ne cache pas sa volonté d'abolir le régime, en fait, républicain. Totalement, puisque pour eux, il faut encore pendre la gueuse. Il y a tout l'héritage maurassien de l'Action française qui est là. Et puis, surtout, pour d'autres, on regarde du côté de l'Italie fasciste, on regarde du côté de l'Allemagne nazie. On est en quête d'un sauveur, le besoin d'un pouvoir fort, d'un sauveur. Enfin bref, toute cette fascination, ou on pourrait presque dire ce champ magnétique du fascisme, comme Burin l'avait dit il y a quelques années, qui fonctionne très bien pour certaines ligues. Alors pas toutes, certaines restent entre guillemets républicaines mais autoritaires. En tout cas, participent d'un vieux bonapartisme du 19e siècle, ou ce que Zev Sternel avait très bien montré sur les enjeux de ces droites révolutionnaires. Oui, avec la question de savoir si, au fond, le bonapartisme n'est pas une forme de crypto-proto-fascisme. En tout cas, c'est quand même un pouvoir qui s'impose par les armes, qui élimine les opposants, d'ailleurs, si besoin. C'est le cas, ça a été le cas à chaque fois qu'il y a eu des coups d'État bonapartistes. Ouais, avec la transportation des opposants, les arrestations préventives, enfin des choses qui participent bien de la mise en place d'un pouvoir autoritaire. Alors, pour l'anecdote à propos de ce début du Front populaire lié au refus du fascisme, historiquement et indissociable. Il y a dans le livre une photo qui m'a frappé à la fin, parce qu'on y voit un rassemblement à Chenauve. Alors je pense que ça n'est pas sans lien avec le fait que tu as été conseiller municipal, je crois, à Chenauve, en Côte d'Or. On voit une photo d'un rassemblement socialiste de 1935 avec une affiche qui indique « Jeune garde socialiste contre le fascisme » et le même logo que la Jeune Garde, dont on sait qu'elle a été dissoute à Lyon et qu'elle se donnait pour vocation d'antifascisme. Bien sûr, ça vient tout simplement des symboles qui circulent à cette époque. N'oublions pas que les 3 flèches, ce sont les antinazis qui les avaient pour la première fois exprimés et utilisés, et que ça a traversé les frontières. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est de décloisonner peut-être cette histoire du roman national ou du chant national, et de considérer la circulation des hommes, des idées et des symboles. Et c'est un peu ça qui était là. Alors, d'autant plus que c'est à une école primaire. Il est super intéressant ce meeting. On voit le grand helléniste Braque Desrousseaux quand même, en même temps militant SFIO, qui vient défendre la démocratie libérale et défendre le Front populaire en tant que tel, et le projet et le programme. Et puis, les gens qui sont là, qui l'écoutent, sont tous quand même très bien habillés, parce que le meeting politique a encore un sens, je dirais, d'une fête, d'un rituel. On met ses beaux habits du dimanche pour venir l'écouter. Et puis, au premier rang, on peut observer cette photo, on a face au public, en chemise, cravate, les TPPS, les toujours prêts pour servir, le service d'ordre de la SFIO, qui était là pour faire le coup de poing au cas où les ligues interviennent. Et en Côte d'Or, il y avait ce qu'il fallait. Si on reprend le fil historique de la constitution de ce Front populaire, pas loin d'un an avant la victoire électorale, qui ébranle la vie politique française, et en particulier à droite, qui va susciter des réactions très violentes, mais quasiment un an avant cette victoire, il y a une décision politique des forces de gauche, qui jusque-là étaient très divisées, de s'allier. Et en particulier, tu y insistes, une décision de la part des communistes, qui change complètement d'optique. Oui, il y a un tournant à 180 degrés de la tactique, on va dire, du Comintern, l'international communiste, qui, depuis son 6e congrès en 1928, avait annoncé la future crise économique. Eugène Varga avait expliqué qu'on entrait dans une 3e période de crise du capitalisme, et donc il fallait être prêt pour faire la révolution. Et donc, avec une vision sectaire, classe contre classe, on mettait les sociotraites, sociofascistes sur le même plan que les nazis, etc. Mais vu les événements qui se sont passés en Allemagne, l'arrivée légale d'Hitler au pouvoir, mais sans élection, on voit bien, et là je renvoie à Chapoutot, les irresponsables, on comprend très bien comment c'est arrivé. Les choix des élites et voilà, le choix des élites allemandes, et qui vont même mettre en scène l'incendie du Reichstag en disant que c'était les communistes. Et donc ceux qui sont arrêtés,
L'un d'entre eux, c'est l'émissaire du Comintern en Allemagne, qui est Dimitrov. Et Dimitrov, de ce point de vue-là, va sauver, on va dire, non pas l'honneur, le terme serait trop fort, mais va se sauver du procès de Leipzig et être expulsé en URSS. Et c'est à partir de ce moment-là que se met en place le tournant. Et le tournant, bien le laboratoire qui reste, c'est la France, puisque le KPD, Thälmann, tout le monde est arrêté. Les premiers partis communistes allemands, c'est un échec total pour eux. C'est un échec total pour eux. Ils sont arrêtés. Les premiers camps d'Achau, c'est pour eux. On est bien au cœur véritablement d'une répression. Et la France va devenir le laboratoire de la nouvelle ligne avec Maurice Thorez, qui vient d'être nommé à la tête du parti, et puis Eugène Fried, qui est l'émissaire du Comintern en France. Donc c'est déjà ces premiers jeux qui se jouent. Donc rapprochement avec les socialistes et la CGT, puisqu'il y avait la CGTU du côté PC. Avec les une énorme puissance à l'époque, il faut le rappeler. Ah oui, c'est le plus gros mouvement ouvrier en France. La CGTU, certes, est importante, mais la CGT beaucoup plus importante. Et les premières ripostes, on va dire, à ces coups de force fascistes, c'est les manifestations du 9 février, du 12 février, et ensuite en mars arrive bien sûr le comité de vigilance des intellectuels antifascistes. Donc on va avoir un printemps des comités, comme dit l'historien Gilles Vergnon, au début de l'année 1934, où partout vont se mettre en place l'idée de rassemblement populaire antifasciste. Et la première alliance, c'est la SFIO et le PC en juillet 1934. Et ils sont rejoints en octobre 1934 par les radicaux. Ce n'était pas si simple pour eux, ce vieux parti, certes modèle de la Troisième République, mais qui gouverne plutôt au centre-gauche, centre-droit, plutôt centre-droit que centre-gauche d'ailleurs, et qui n'était pas forcément prêt de s'allier avec les communistes, les rouges. Mais le PC, effectivement, fait ce tournant à 180 degrés, en mettant en avant, renouant avec la Révolution française, le drapeau bleu-blanc-rouge et le drapeau rouge, la Marseillaise et l'Internationale, avec le discours de Jacques Duclos en juillet 1935, parce que... Sur les deux drapeaux, sur le thème des deux drapeaux. Oui, sur le thème des deux drapeaux, et c'est ce qui permet de comprendre, quelques mois avant l'arrivée au pouvoir, le 14 juillet 1935, les grandes manifestations dans le pays, parce qu'on pense souvent à Paris, la dissolution des ligues factieuses, enfin tout le serment qui est fait, parce que l'important, c'est de voir la symbolique. Non seulement on reprend le 14 juillet au défilé militaire, parce qu'il était devenu ça dans l'entre-deux-guerres, et donc c'est un mouvement festif, et de ce mouvement festif, on défend la République en appelant à la dissolution des ligues d'extrême droite. Donc c'est là le baptême véritablement, si on peut employer cette expression, du Front populaire, et c'est pas qu'en région parisienne, c'est dans toute la province, et même dans l'Empire colonial, qu'on a ce type de manifestation, de prise de serment. Et ça va bien sûr déboucher sur différentes victoires. Alors il y a eu déjà des victoires municipales, 1935, et puis au cantonal, à l'automne 1935, et ce qui débouche sur 1936. Donc c'est une énorme vague d'espoir qui monte dans le pays. Et il y a quand même un fait sur lequel on peut peut-être s'arrêter un petit peu maintenant, à savoir que on ne comprend pas les mesures prises par le Front populaire, par ses gouvernements, si on ne voit pas que, en dehors de la représentation politique à l'Assemblée, la victoire électorale est prolongée par une effervescence, par des mouvements de grève, de contestation massifs dans la société française qui, en quelque sorte, si j'ai bien compris, pousse le gouvernement vers la gauche. Bien sûr, et il y a, on va dire, c'est un triple mouvement, le Front populaire. Bien sûr, il y a une riposte antifasciste, politique, défense de la démocratie en danger, ça, il n'y a aucun souci. Le deuxième, c'est le mouvement social sans précédent. Il ne faut jamais perdre de vue qu'on est dans la crise économique des années 30, difficile, chômage de masse, soupe populaire, marche de chômeurs auparavant, qui a eu des grèves auparavant, parce qu'on évoque souvent la vague de 1936, elle n'est pas de rien. Enfin, c'est quelque chose qui est inscrit, et une thèse récente, et on a un des auteurs dans l'ouvrage, Théo Bernard, montre bien que les grèves ouvrières des années 30 ont proposé des registres d'action nouveaux, et ça permet de comprendre aussi les mobilisations qui ont lieu à ce moment-là. Mais pourquoi un mouvement social si dense et important? Deux raisons. Il y a eu la réunification syndicale de la CGT, ça c'est
un des premiers points au début de l'année 1936, au congrès de Toulouse. Sur quoi c'était divisé, juste en deux mots? CGT était divisé au moment de, tout simplement, du congrès de Tours et des suites du congrès de Tours, de la division entre SFIO et naissance du PC. Fallait séparer le bon grain de l'ivraie. Je ne reviens pas sur ce qui s'est joué à Tours. Mais c'était ça, en fin de compte. Et donc, réunification syndicale. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, le poids de la CGT dans le mouvement de Front populaire. On ne peut pas comprendre le Front populaire sans ce mouvement social que constitue la CGT. Et, chose liée au calendrier, le 1er mai 1936, c'est 2 jours avant les élections. Et à l'époque, le 1er mai, ce n'est pas un jour férié comme aujourd'hui. C'est un jour chômé, il fallait faire grève. Et donc, la CGT utilise ce 1er mai pour mobiliser pour les élections, pour le second tour des législatives. Mais la plupart des leaders locaux, syndicaux, sont licenciés par le patronat. En rétorsion, puisque de toute façon, ils considéraient qu'on n'avait pas à faire grève ce jour-là. Et face à ces licenciements massifs, on va avoir un mouvement d'occupation d'usines qui commence au Havre, à Toulouse, les usines d'aviation, etc. Et puis en plus, ensuite, ça va se diffuser parce que la presse en parle et la modalité d'action, le registre d'action qui est nouveau, occupation d'usine, eh bien, est totalement repris et mis en place. Et ce qui fait qu'on va demander la réintégration de ses camarades. Puis après, les revendications sociales arrivent. Donc c'est un mouvement à la fois, on va dire, de riposte par rapport à des licenciements et un mouvement d'espoir parce qu'il y a eu la victoire du Front populaire et les masses poussent le gouvernement en disant voilà, il faut faire ci et ça. Pourquoi ? Parce qu'en même temps, Léon Blum a bien dit qu'il ne prendrait la tête du gouvernement qu'à la fin de la mandature précédente, s'inscrivant dans le calendrier républicain, et donc par conséquent, il n'est investi que début juin, alors que les élections ont eu lieu début mai, un mois après. Donc pendant un mois, il y a tout ce mouvement de grève qui pousse, en fin de compte, aux réformes, aux attentes sociales. Et puis, il y a une troisième dimension, c'est la dimension culturelle. Parce que derrière ce mouvement social, ce mouvement politique, il y a une volonté de donner à tous le savoir, une démocratisation du savoir, de la culture. Pascal Horry évoquait la politique culturelle du Front populaire. À l'époque, on lui a reproché quand il avait lancé ce sujet, mais il avait entièrement raison parce que c'était une idée d'une éducation populaire. C'est la période des maisons de la culture. Aragon fonde en 1934 la première maison de la culture. On en aura une en 1937 à Alger avec Camus. Donc on est au cœur, en quelque sorte, de l'idée de démocratiser le savoir, démocratiser la culture, et le peuple doit retrouver sa place dans la culture. Éviter que on sorte de l'école primaire comme primaire. Désolé, je mets des guillemets à cela, mais c'était le fonctionnement de la société à l'époque. On a un sentiment qu'il y a une forme de reprise de possession de son propre destin et de la politique par la population, finalement. Par la population, par la base. Et c'est ça l'intérêt, me semble-t-il, du Front populaire, c'est que c'est un aller-retour, base sommet, base organisation, et ce ne sont pas simplement les organisations qui claquent dans les doigts, c'est aussi une volonté dans des comités locaux, dans des rassemblements locaux, dans des manifestations locales où plusieurs associations, parce qu'au total, le Front populaire, c'est entre 90 et 100 associations. On pense souvent aux 3 grands partis, mais il y a des petits partis, il y a des syndicats, il y a la FSGT qui a un rôle fondamental, la Fédération sportive et gymnique du travail, qui est la première aussi à se réunifier. Donc tout autour du sport ouvrier, du sport populaire, comment en fin de compte on organise le début des loisirs et comment on organise le début de ce qui est autre chose que le travail par la culture, par le sport. Et on voit bien donc, que c'est une synergie, une conjonction entre victoire électorale et ces mouvements de toutes parts dont tu parles. Et bien sûr, aujourd'hui, on pense souvent qu'il y a une leçon à tirer de ça. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que si une vraie gauche repasse, de toute façon, ça ne suffira pas au pouvoir. Les pressions seront trop fortes. Et s'il n'y a pas derrière des mouvements sociaux massifs pour presque contraindre en fait ceux qui seront au pouvoir de changer les choses, on n'y arrivera pas. Ouais, ça reste dans notre imaginaire fortement ancré. D'ailleurs, ça a permis de voir qu'en 1981, il y a des choses qui arrivent, mais il n'y a pas le mouvement social derrière. Mais il y a la référence à la force tranquille. Mais il y a la référence à la force tranquille. Et moi, dans le discours de Blum que je citais en ouverture et qui est dans le livre. Et moi, ça m'a toujours fait rire parce que quand un grand publiciste, pour ne pas le nommer, avait repris cette forme. C'était Séguéla, c'est ça ? Bien sûr. Jacques Séguéla avait eu l'idée de reprendre cette forme. Est-ce qu'il savait qu'elle était de Blum ? C'est ça que j'aimerais savoir. Parce que un jour, je vais me plonger dans ces archives-là parce que, on ne le disait pas.
En gros, c'était lui qui avait inventé, c'était lui l'inventeur. Mais non, Blum le dit dès 36. Donc voilà, c'est un petit, une ironie de l'histoire. Et sur Hollande, en fin de compte, en 2016, pour le 80e anniversaire du Front populaire, la loi travail venait en fin de compte, mettre à bas l'un des acquis du Front populaire. C'est une des contradictions, et pourtant il y a eu beaucoup de gens dans la rue, et là, le mouvement social, en fin de compte, n'a pas pu pousser ou n'a pas pu enrayer totalement le processus. Donc, à la fois, c'est un modèle, bien sûr, mais peut-être qu'il y a d'autres modèles à inventer. C'est une référence, il n'y a pas de souci, mais il ne faut pas non plus qu'on en fasse un patrimoine qui soit quasiment fixiste ou fétichisé, et en fin de compte, on ne pense plus. La grande différence quand même en 2016, c'est que cette contre-réforme réactionnaire venait d'un gouvernement qui se disait de gauche, alors qu'en juin 36, le gouvernement qui s'installe, certes, n'aurait pas voulu aller aussi loin qu'il a été contraint de le faire en termes de concessions sociales, je pense, mais n'était pas dans la même optique. Il n'y avait pas les mêmes rapports avec le patronat que de la part du gouvernement Hollande. Quand même. Il n'y avait pas les mêmes rapports avec le patronat, il n'y a aucun souci, mais très vite, et c'est ça qui est intéressant, et ce qu'on voit bien maintenant, c'est que le patronat s'adresse vite à Blum, la Confédération Générale de la Production Française, à l'époque, pour arrêter ce mouvement de grève. Donc il lâche surtout... Mais ils sont obligés de faire des concessions. Ah oui, il lâche. Et il lâche plus que ce qui était prévu. Et ça permet au peuple de la CGT le lendemain, parce qu'on a dit, Blum arrive le 5 juin au pouvoir, 5-6 juin. Les accords Matignon, c'est la nuit du 7 au 8 juin. C'est extrêmement rapide. Ultra rapide. Il connaissait du côté de la CGT ce qui était voulu, ce qui était demandé. Ouais. Il le savait du côté du patronat, et surtout, il a fait quelque chose de neuf dans le modèle républicain. C'est le gouvernement qui permet de sortir d'une crise, non pas par la violence, non pas par l'envoi de l'armée ou de la gendarmerie, comme ça a été souvent le cas, mais par la négociation et donc les conventions collectives. Bon, on ne va pas revenir sur tous les acquis du quelques mots quand même pour rappeler à ceux qui nous regardent les accords de Matignon dont tu parlais. Oui. En quoi est-ce qu'il consiste ? Alors, il consiste, d'abord, il y avait autour de la table les ministres concernés, en plus du Premier ministre de l'époque, enfin président du Conseil, ministre du Travail, de l'Intérieur, enfin tous les ministres concernés, le patronat français, via la Confédération Générale de la Production Française, et la CGT. Donc, un accord tripartite, en quelque sorte, et qui permet de reconnaître, tout simplement, la logique des syndicats dans la démocratie. Et ça, c'est totalement neuf, parce que ça permet de les légitimer. D'ailleurs, les délégués ouvriers vont être connus. Et après tout ce qui est pris, congés payés, 40 heures... Revenons quand même sur ces conquêtes qui, à l'époque, sont absolument extraordinaires. Et qui vont scandaliser la bourgeoisie, d'ailleurs. Elles scandalisent la bourgeoisie. Quand vont arriver les travailleurs sur les plages... Ouais. Alors, avec les caricatures qu'on connaît des journaux d'extrême droite, les salopards en casquette sur les plages... Mais il faut comprendre le choc culturel, parce que historiquement, on n'avait jamais vu des gens du peuple qui avaient du temps pour eux pour prendre des vacances. Ben ouais. C'est une première. C'est une première. Et ça, il faut bien comprendre... Enfin, pour moi, c'est une grande... comment dirais-je, un des grands acquis et un des grands, comment dirais-je, changements et une radicalité dans le changement, parce que c'était impensable pour un ouvrier de l'époque d'être payé pendant des jours où on ne travaille pas. Ça, c'est un retournement véritablement important. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est de voir que, bon, de toute façon, ils ne vont pas tous partir à la plage. Il y a aussi des enjeux d'image, d'imaginaire qu'on construit par des photos. Il y en a, bien sûr. Ou à la montagne, on va plutôt en famille, soit à la campagne, puisque la plupart venaient des campagnes, ou on va plutôt en région parisienne, au bord de Marne. C'est-à-dire prendre le temps. De jouer aux cartes, de jouer à ceci, mais de prendre du temps pour soi. Pour vivre. Pour profiter de la vie. Pour profiter de la vie. Et ça, c'est un grand changement. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est de voir, et ça, dans un documentaire récent de Fabien Béziat et Hugues Nancy, qui est passé sur France Télévisions, qui est encore sur la plateforme, qui s'appelle Front populaire entre joie et colère, on voit bien toutes les cartes postales que reçoit à l'été 36, des milliers de cartes postales, Léon Blum, merci Léon, merci camarades, parce qu'on a enfin des congés payés. Et là, il y a une bascule. Il y a une bascule parce que, tout simplement, dans la pratique sociale, il y a une catégorie de la population qui a du temps pour elle, qui a du temps pour vivre. C'est la bourgeoisie, ou l'aristocratie même. Oui. Mais il y a une séparation absolue entre le style de vie de la bourgeoisie
et les autres. Bien sûr. Le style de vie des autres, qui est un style de vie difficile, en fait, de souffrance. Bien sûr. Et tout à coup, ça n'est plus légitime. Ouais. Et en pratique, on arrive à faire autrement. On arrive à faire autrement. Fini seulement les cadences infernales, le chronométrage, le bedeau, comme on disait, hein, l'ingénieur qui avait inventé à la seconde comment on chronométrait les ouvriers, etc. Et de ce point de vue-là, on peut avoir du temps à soi, du temps pour découvrir, aller visiter les musées. Il y a des associations ouvrières pour faire comprendre à chacun les musées, à faire comprendre l'art. C'est pas simplement les beaux-arts, mais ça devient aussi les arts populaires. C'est-à-dire de faire comprendre dans un grand mouvement, et c'est pour ça que je dis c'est autant un mouvement politique, un mouvement social qu'un mouvement culturel, l'émancipation, la logique de la démocratisation. Alors, je renvoie notamment à ce petit livre « Découvrir le Front populaire » que tu as fait paraître récemment aux éditions sociales pour ceux qui veulent en savoir plus sur les détails de cette histoire extraordinaire qui est encore au fondement, finalement, de l'identité de la gauche, non seulement en France, mais, venons-y, ailleurs, sachant que, on le découvre dans ce livre en détail, des expériences du Front populaire, il y en a eu d'autres. Ça a commencé d'ailleurs ailleurs avant de commencer en France ou en même temps, disons, avec l'Espagne républicaine. Moi, c'est en février, c'est quelques mois auparavant. Ils font leur victoire électorale, mais tu nous disais que cette logique, en France, elle remontait à 34, 35. Voilà. Mais l'Espagne aussi, avec la Première République, aussi, on pourrait dire... voilà, c'est 1931. Ouais, c'est les mêmes enjeux, les mêmes temporalités. Alors, il y a toujours des décalages chronologiques, mais c'est intéressant de voir la concomitance des événements. Et l'événement a aussi une grande influence bien plus loin. Il est question notamment dans le livre de l'expérience au Chili, d'un Front populaire qui remporte les élections en 1938, à l'automne 1938, mais aussi déjà de l'accueil par Pablo Neruda, notamment au Chili, des réfugiés républicains espagnols, puisque en Espagne, après la victoire du Front populaire au mois de juillet suivant, un coup d'État de l'armée du Maroc, de l'armée coloniale, ouvre cette guerre civile espagnole dans laquelle le Front populaire français, d'ailleurs, va devoir décider d'intervenir ou pas. Il y a toute une histoire de ce côté-là. Le livre revient sur toute une série d'aspects aussi dans les territoires colonisés de l'époque, le rôle de l'étoile nord-africaine de Messali Hadj, par exemple, et l'émergence d'un PC algérien à la même époque. C'est Héloïse Dreur qui revient là-dessus dans le livre. Il y a des tentatives au Mexique, en Irlande, en Grèce. Il y a un article d'Anastasia Koukouna là-dessus. On fait le point aussi dans le livre sur les rejets ailleurs, en Grande-Bretagne, par exemple, de la part des travaillistes ou en Scandinavie. Comment est-ce que ce livre a été conçu? Comment est-ce que l'idée a été développée finalement de réunir ces 39 auteurs sur tous ces aspects? L'idée, elle est... Comment dirais-je? C'est un processus de maturation depuis de nombreuses années. À Dijon, avec Serge Olikoff, on avait lancé des travaux sur les gauches, les fronts populaires, l'internationale communiste. Et puis, il y a maintenant un peu plus d'un an et demi, j'ai eu l'idée, en fin de compte, de dire mais il faut qu'on mette tout ça en perspective et qu'on essaye de regarder tout ce qu'ont apporté les nouvelles thèses, les jeunes chercheurs, les problématiques nouvelles, et le replacer dans le cadre d'une histoire qui renouait avec peut-être le national, mais aussi l'international et l'internationalisme. Une dimension internationaliste qui nous permettait de renouer aussi avec le moment Front populaire. Et en prenant cette perspective, la tension entre les deux, c'était aussi de dire, mais en fin de compte, peut-être que l'on pourrait revisiter et réécrire, pas au sens révisionnisme du terme, mais peut-être sous certains aspects, en tout cas réécrire le récit du moment Front populaire. Parce qu'il s'inscrit dans une grande crise économique mondiale, qui est une crise aussi politique de la représentation. Ça nourrit le fascisme, ça nourrit l'arrivée des fascistes au pouvoir, etc. Et qu'est-ce qui se passe pour défendre la démocratie? Est-ce qu'il y a d'autres fronts populaires? Oui, il y en a d'autres. On a cité le Chili. Alors, c'est là le paradoxe, c'est que lui, il arrive quand les autres ont échoué. Donc on peut voir là, effectivement, des choses, moi, que j'aime bien en histoire, c'est ce que j'essaie de montrer à mes étudiants, et j'imagine que c'est pareil pour toi, c'est de dire attention aux dates, les chronologies. Certes, il y a des choses importantes, mais des fois, il faut plusieurs mois, plusieurs années
pour que ça se répercute ou pour qu'il y ait les mêmes choses ailleurs. Les temporalités ne sont pas les mêmes. Les temporalités ne sont pas les mêmes, ou alors elles sont décalées. Et donc de penser des chronologies décalées. Ou alors une même date. Souvent on prend le 8 mai 45, victoire sur le fascisme, mais en même temps c'est Tif-et-Guelmar. Les massacres en Algérie. Qu'est-ce qu'on fait de ces dates ? Il faut prendre les deux et pas en prendre qu'une. Et donc là, l'idée, c'était de regarder la circulation. Et ça nous a permis, bien sûr, de revisiter d'autres fronts populaires, le Mexique, en particulier, et comment ce front populaire mexicain s'inscrit dans la longue histoire mexicaine de la Révolution. Et ça, c'est aussi intéressant parce que ça renvoie au national, mais ça renvoie aussi à l'international. L'un et l'autre se répondant. Donc le jeu d'échelle permanent. Et c'est pour ça qu'on avait ouvert le livre. Enfin, je vais souhaiter prendre cette formule de Dimitrov au 7e congrès de l'international communiste qui dit qu'il n'y a pas de réponse universelle. Et on termine en conclusion, on la reprend aussi pour essayer de montrer que c'est pas si simple que ça. Il n'y a pas un universalisme présent partout et c'est pas une recette pour tout le monde. Et chacun doit se l'approprier avec ses codes, avec l'état d'avancement de sa société et aussi de ses institutions politiques et de la possibilité des organisations qui existent, celle du mouvement ouvrier ou plus. Et au-delà du Mexique, on a évoqué le Chili, il y a aussi une tentative au Sénégal, il y a une relecture de ce qui se passe en Chine. Oui, et juste en Chine. Ouais, parce que la Chine, il ne faut jamais perdre de vue que depuis l'entre-deux-guerres, comme on dit, on va dire des années 20 à la Seconde Guerre mondiale, elle est en proie à une guerre civile, dans un premier temps. Bon, n'oublions pas la fin de l'Empire, l'installation de la République de Chine avec le parti nationaliste du Kuomintang, de Jiang Jiechi, mais qui lutte contre les communistes de Mao Tse-tung, Longue Marche, enfin des choses très dures. Sauf qu'ils se font attaquer 2 fois par le Japon. Première fois sur le Manchukuo, la Mandchourie, et puis 1937, Nankin, avec les massacres de Nankin. Et c'est dans le cadre de ces massacres, de cette invasion japonaise, le Japon qui est allié des fascistes. Oui, j'allais dire, sachant c'est ça. En 1936, il a fait alliance avec l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie, et les franquistes, je crois. Oui, la question de l'Axe, anti-Comintern. Et dès lors, ce qui se joue, c'est quelle riposte avoir. Et les émissaires du Comintern, du 7e congrès, disent à Mao, il faut se rapprocher du Comintang, de l'ennemi nationaliste. C'est difficile dans un premier temps, mais il l'accepte. Et donc, c'est ce qu'on appelle le front patriotique. Et d'ailleurs, très intéressant que front populaire, front patriotique, il y a quelque chose en commun. Et tout à l'heure, je renvoyais à la patrie française pour la Révolution, la défense de la patrie en danger. Il est clair que là, il faut le regarder aussi comme ça. On ne dit pas c'est un front populaire, mais on n'en est pas loin quand même. Et c'est les lectures nationales qui, des fois, ou les histoires nationales qui, des fois, ont gommé certains aspects de ces circulations, de ces possibilités de rapprochement. Aussi, bien sûr, au plan du kaléidoscope culturel d'images, d'idées, d'initiatives qui sont liées au Front populaire. J'ai découvert, par exemple, en lisant le livre, que ont lieu à Barcelone, en 1936, des Spartakiades, c'est-à-dire, en fait, des compétitions sportives qui sont conçues, si j'ai bien compris, en relation avec le rejet des Jeux Olympiques organisés par l'Allemagne nazie. Ouais, c'est tout à fait ça. Et ça renvoie à ce que j'évoquais tout à l'heure sur le rôle du sport ouvrier, le rôle de la FSGT. En fin de compte, il y a dans le mouvement sportif international, derrière, en fin de compte, l'olympisme et les valeurs qu'il véhicule à l'époque, qui sont pas assez quand même terrifiantes. Quand on lit du baron de Coubertin, qui sont pas démocratiques, qui sont loin d'être un partage pour tous. Il existe un sport ouvrier qui peut être compétitif sous certains aspects, mais qui n'est pas dans la compétition absolue, qui n'est pas dans l'inégalité des races, enfin tout ce que l'on peut connaître ici ou là. Et il y a eu un grand mouvement de boycott des Jeux Olympiques de Berlin, qui est parti des États-Unis d'ailleurs, il ne faut jamais le perdre de vue. C'est parti des États-Unis par rapport aux lois, bien sûr, antisémites de Nuremberg et de tout ce que l'Allemagne nazie faisait. Et donc, c'est repris. Il y a un mouvement, mais en France, quand même, le gouvernement dit non, on va aller aux Jeux Olympiques, mais on donne une subvention pour aller à ces contre-olympiades. Et ces contre-olympiades, c'est autour du sport interne, comme on disait, l'international communiste qui avait fait quelque chose dans le cadre du sport. Et
ça devait avoir lieu, effectivement, à Barcelone, mais le jour de l'ouverture, c'est le coup d'État de Franco, son prononciamento. N'oublions pas que les troupes coloniales marocaines qu'il a prises pour faire ça avaient déjà réprimé les Asturies quelques mois en 1934, à l'automne 1934, etc. Donc, c'est clair que cette logique d'affrontement était là. Mais il y avait un espoir du sport ouvrier, de la possibilité de... Et ce seront les premiers combattants, d'ailleurs, à combattre aux côtés des républicains espagnols. Il ne faut jamais le perdre de vue. Cette histoire des Fronts populaires, c'est aussi l'histoire d'un certain nombre d'échecs. En particulier, j'ai découvert, en lisant le livre, en Grande-Bretagne, plus largement en Europe du Nord, en Grande-Bretagne, les travaillistes sont très hostiles à l'idée de Front populaire, il me semble. Oui, ce qui est impressionnant, mais c'est lié aussi à leur culture politique, à leur fonctionnement, à leur représentation. N'oublions pas que l'Internationale ouvrière socialiste n'est pas forcément encline à ce rapprochement, ce que montre bien Adeline Blaskevitch, puisqu'elle a travaillé sur le sujet. Et puis Jean Numa Ducange, en reprenant l'Europe du Nord et la social-démocratie de l'Europe du Nord, montre bien que la social-démocratie de l'Europe du Nord met sur le même plan fascisme et communisme, et que ça va rester, alors ça existait auparavant, mais que ça va rester au cours de cette période. Et il identifie les Fronts populaires au communisme, donc. Oui, au communisme. Ce qui est un raccourci, quand même. Ce qui est un raccourci, Exagéré. d'autant plus que dans leur pays, de nombreux militants, et pas simplement communistes, mais travaillistes ou d'organisations du mouvement ouvrier, voient les combattre dans les brigades internationales. Parce que il y a aussi en Espagne, voilà. Donc, ce qui est aussi l'un des éléments de cette mondialisation, on va dire, ou en tout cas de cette internationalisation, c'est le combat face au fascisme. Et c'est-à-dire que d'aucuns vont partir. Il y a plus de 40 000 personnes qui vont rejoindre les brigades internationales, 10 000 qui viennent de France, et où il y aura beaucoup de morts, beaucoup de tués. C'est vraiment une guerre totale et impressionnante. Et ce qui renvoie, en fin de compte, à une des grandes questions de ces échecs des Fronts populaires, c'est comment, en fin de compte, l'antifascisme va se heurter au bellicisme ou au pacifisme. Parce que la non-intervention, on en a parlé rapidement tout à l'heure, de Léon Blum, en Espagne, pour soutenir les républicains espagnols. La France, alors que l'Allemagne nazie et l'Italie soutiennent activement envoient des armes et bombardent les républicains. Voilà. On a ça en mémoire, mais ce qui est impressionnant, c'est le fait que Blum reste attaché à son programme d'élection, paix, liberté, paix. Il a dit, j'ai été élu sur un programme de paix, je ne peux pas faire la guerre. Et c'est ça une des contradictions à l'œuvre, parce que l'idée, c'était quand même quelque part qu'il fallait faire quelque chose. Et c'est pas fait. Donc là, on peut reprendre les côtés réfractaires liés à cette Europe du Nord, liés à cette social-démocratie qui voit surtout dans le Front populaire une manœuvre communiste. Oui. Et d'un autre côté, parce que là aussi, il faut regarder à tous les aspects, en France, on va dire que cette ligne-là, pour le PCF, a été plus une stratégie, alors que pour l'international communiste, et c'est ce que montre Serge Volkov, ça a été une tactique. Et ça, c'est intéressant de voir la dissociation entre les deux, parce qu'au même moment, dans l'Union soviétique, il y a les grands procès. Il ne faut jamais perdre de vue que c'est l'ouverture des grands procès et que ça renforce aussi le discours de la social-démocratie de l'Europe du Nord en disant, voilà, vous voyez ce qui se passe. Et donc cette différence entre stratégie et tactique, c'est une différence entre court terme et long terme. Court terme et long terme. Et court terme, et vraiment, là, on voit que pour l'Union soviétique, c'est quelque chose qui est totalement lié à on va dire, à l'État, au parti-État et au stalinisme. Alors que on pourrait prendre du côté de l'international communiste, il y avait encore quelque chose du Parti mondial de la Révolution, ou au moins d'un internationalisme ouvrier. Alors bien sûr, ça avait été totalement repris en main depuis de nombreuses années, mais quand on revoit le film du 7e congrès, puisqu'il est sur Cinearchive, et j'invite tout le monde à le regarder. Cinearchive. Ouais, on voit Cachin qui intervient, parce que la délégation française est la plus importante. C'est l'ancien, c'est la vieille SFIO, c'est Gued, c'est tout ça, ça renvoie au mouvement ouvrier. Quand on entend Thorez et que la fin, ça se termine, on chante la Carmagnole,
Il est clair que c'est une autre voie au sein du monde communiste international. Dernière chose, le backlash, puisqu'il y a quand même un retour de bâton avec une surmobilisation des droites extrêmes, nationalistes, face à ce qui représente pour eux une horreur, à savoir la prise de possession par le peuple de son propre destin. Bien sûr, et il est clair que le moment, en tout cas en France et puis ailleurs, c'est un bloc contre bloc. Faut pas croire qu'il n'y a qu'un Front populaire ultra majoritaire. Il gagne à certes plus de 50% les élections, mais pas avec 60, 70, 80%. On est vraiment là dans un bloc contre bloc. Et ce qui va jouer et ce qui va permettre alors certes les ligues, dissolution le 18 juin 1936, comme c'était dans le projet et dans le programme, donc c'est rapide, puisqu'il y a plein de lois qui sont prises en peu de temps. Ça, c'est aussi une des marques de fabrique, je dirais, de la période Blum. Ces ligues d'extrême droite inquiétaient à l'origine, notamment du 6 février 1934. Du tentative de coup d'État du 6 février 1934, l'émeute. Voilà, l'émeute. Mais elles se reconstituent très vite en parti politique. Les Croix de Feu du lieutenant-colonel Leroux deviennent le Parti social français, qui est un parti de masse, 800 000 adhérents en 1938. Avec beaucoup d'anciens combattants. D'anciens combattants, et puis aussi de gens qui sont plus ou moins déçus par le Front populaire et qui ont un discours, en fin de compte, nationaliste, patriotique et catholique traditionnel. Bon, il y a cet aspect-là. Mais au-delà de ça, ce qui se joue, c'est le face-à-face, l'opposition. Et cette opposition, ce n'est pas l'extrême droite qui fera tomber le Front populaire en France, c'est tout simplement les radicaux qui vont se rallier à la droite républicaine. Et là, on est sur des enjeux d'élection. Mais ailleurs, il faut bien voir que l'Allemagne nazie va, et Chapoutot revient dessus, ce qui se joue aussi du côté de l'Irlande, du côté de la Belgique, les rexistes, etc., vont avoir un discours très anti-Front populaire, même si Goebbels disait que c'était la fin de la Révolution française, etc., c'est pas si simple que ça, mais il y a un combat qui débouche plus tard, bien sûr, sur les enjeux de la Seconde Guerre mondiale. Oui, Goebbels identifie très bien le Front populaire comme finalement quelque chose qui est ressorti à l'héritage général de la Révolution française, c'est-à-dire ce à quoi le nazisme entend mettre fin définitivement. Définitivement, parce qu'à la fois pour eux, c'est le complot maçonno-juif, bien sûr. Et puis ensuite judéo-bolchevique, et les deux se cumulent. Et toutes les valeurs des Lumières. C'est contre les valeurs des Lumières, bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jean-Louis Greux d'être venu nous présenter aussi bien donc cette somme sur les fronts populaires, une perspective mondiale de 1934 à 1938 où on apprend vraiment beaucoup de choses, et puis tes propres travaux de synthèse sur l'histoire du Front populaire avec dernièrement se découvrir le Front populaire qui est paru aux éditions Sociales. Oui, merci. Il y a 12 textes parce que c'est l'idée de la collection, présenter en 12 textes quelque chose, et c'était un bel exercice. Qu'on peut compléter par ton que sais-je aussi, oui, si on veut, si on veut. avoir un petit... Mais il n'y a pas que moi, il y a Serge Volikoff qui a écrit, il y a Ludivine Bantini, enfin il y a plein d'auteurs. Il y a une grosse actualité éditoriale, naturellement. Voilà. Et merci d'avoir suivi ce 61e épisode de La Grande Hache. Je vous rappelle que le média est en pleine campagne pour sa survie. Nous avons besoin de vos dons réguliers, de vos abonnements. Rendez-vous sur le site internet du média, lemediatv.fr, et vous pouvez bien sûr toujours regarder nos émissions non seulement sur YouTube, mais aussi sur le canal 165 des Freebox et sur le canal 257, j'insiste, ça a changé, c'est le canal 257 d'Orange. À bientôt sur le média.